Rebonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue. Soir d'info qui reçoit tout de suite Abdoulaye Thiam, président, autant pour moi, de l'association de la presse, association nationale et internationale de la presse sportive. Bonsoir Monsieur Thiam. Bonsoir Sarah. Merci d'être des nôtres ce soir. Plaisir pour moi. Alors sans tarder, nous allons discuter de cette mesure. Vous le savez, l'État, à travers le ministère des Sports, a annoncé son désengagement désormais de la prise en charge, on va dire, des billets d'avion et des clubs sénégalais participant aux compétitions interclubs entre clubs africains. Quelles peuvent être selon vous, déjà comment appréciez-vous cette mesure et quelles peuvent être selon vous les répercussions d'une telle décision? D'emblée, je dois dire que ça m'a beaucoup surpris, d'autant plus que cette mesure, en ce qui concerne en tout cas le football, parce qu'on en parle beaucoup, alors que ce n'est pas que le football qui est concerné. Il y a le handball, il y a le basketball, il y a le volleyball, qui sont aussi des disciplines concernées. Donc je suis surpris, d'autant plus que ça ne concerne que deux clubs. Parce qu'au Sénégal, quand le championnat est terminé, le champion du Sénégal en titre va à ce qu'on appelle, dans une compétition qu'on appelle Ligue des champions. Celui qui gagne le titre de Coupe du Sénégal va dans la compétition qu'on appelle Coupe de la Confédération. Donc c'est deux clubs seulement qui sont concernés. Et deuxièmement, si vous regardez très bien la lettre que le ministre a envoyée aux différentes fédérations, on ne parle pas quand même de déficit budgétaire, on ne parle pas de politique d'austérité, on parle de réorientation budgétaire. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème de budget. En revanche, sur ce plan-là, moi la seule chose que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait des concertations, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on puisse discuter. Alors, avant d'en venir aux concertations, si vous estimez qu'il ne s'agit pas là de questions budgétaires, quelles sont selon vous les motivations d'une telle décision? Voilà, ça c'est une excellente question parce que j'ai du mal à comprendre que en ce qui concerne tout simplement deux clubs, qu'on veuille se lever un bon matin pour dire qu'on arrête maintenant, on se désengage en ce qui concerne le financement des clubs dans les compétitions interclubs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça nous concerne encore une fois, quand vous entendez le désengagement, ça ne concerne que des titres de voyage. Si vous prenez le cas de Djaraf de Dakar, qui a eu à effectuer plusieurs déplacements, 5, 6, je ne sais plus exactement pour cette année-ci. Chaque déplacement, c'est l'État du Sénégal qui prend en charge les titres de voyage. Mais indépendamment des titres de voyage, il y a eu énormément de dépenses qui ont été doubles, voire triples que le Djaraf de Dakar a effectué. La conséquence immédiate, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on devrait se battre pour être champion du Sénégal? D'autant plus qu'on n'a plus la possibilité d'aller représenter son pays. Là, on est quand même dans un football local, où les gens, les présidents de clubs cherchent la queue du diable pour l'attirer. Si en plus de ça, l'État du Sénégal qui donnait juste des titres de voyage dit que nous ne pouvons plus vous octroyer même pas les titres de voyage, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens devraient courir derrière le titre de champion du Sénégal ou de Coupe du Sénégal. Ça c'est un premier aspect. L'autre, ça peut aussi créer des démotivations. On nous a dit, en réalité, c'est qu'ils veulent pousser les clubs à trouver des ressources additionnelles. Sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord en phase avec l'État du Sénégal. Mais on aurait dû donc se réunir autour d'une table pour discuter. Si vous voulez que les clubs trouvent des moyens de subsistance, ça ne peut pas concerner seulement que deux clubs, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'ensemble de l'écosystème sénégalais qu'il faut revoir. Et sur ce plan-là, il y a beaucoup d'aspects à mettre en place. Par exemple, on peut aller chercher des ressources additionnelles au niveau des cimenteries, on peut chercher au niveau de la téléphonie. L'État peut même mettre la pression sur certaines sociétés pour dire, dans le cadre de votre responsabilité sociétale, donner 1% de votre budget ou bien en tout cas de vos bénéfices, comme ce fut le cas par exemple Abdou Diouf, l'ancien président de la République, quand il a voulu développer les courses hippiques, il a demandé à ce que l'autorité nationale du Sénégal mette 1% de ses bénéfices bruts, pas nets, bruts, aux courses hippiques. Et on connaît aujourd'hui la conséquence. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, cette décision-là, elle a été prise d'une manière hâtive. Je pense qu'elle est brutale. On aurait dû se mettre tous autour d'une table, discuter. Par exemple, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que dans un championnat du Sénégal, on se retrouve avec 18 clubs. C'est pas viable. Tout le monde sait que les clubs ont énormément de difficultés. On est dans un pays où les 3 critères de rentrée de fonds ne sont pas respectés. Les premiers critères de rentrée de fonds dans tous les pays du monde, excepté l'Allemagne, c'est le droit de télévision. Il n'y a pas de droit de télévision. Deuxièmement, c'est le sponsoring. Ici, ça fonctionne à l'affect. Sarah me plaît, Abdoulaye Thiam me plaît, je lui donne quelque chose. Terminé. Il n'y a pas... La billetterie, ça commence à pousser.
Ça quand même, il faut le reconnaître. Il y a un engouement derrière le football sénégalais. Et c'est là il y a la dangerosité. Et le troisième aspect, c'est au niveau des collectivités locales. On peut dire ce qu'on veut, mais sur les 557 collectivités locales ici au Sénégal, il n'y a qu'une seule qui mérite d'être appelée collectivité locale, c'est la mairie de Dakar. Or, le budget de la mairie de Dakar, c'est 40 milliards. 40 milliards dans le football, c'est absolument rien du tout. Donc vous voyez, donc il va falloir qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on discute pour dire oui, nous avons besoin quand même créer un nouveau modèle de club sénégalais viable qui peut employer. Vous prenez le Jaraaf de Dakar, il y a environ 80 personnes qui sont employées. Des joueurs qui perçoivent jusqu'à 400 000 francs CFA. Je donne le cas de Jaraaf, comme je pouvais donner le cas de Tinguet Football Club, je peux donner le cas de Génération Foot, je peux donner le cas de Jambars, de l'US Gorée, et ainsi de suite, je peux connaître. Mais je veux dire, les clubs généralement qui se qualifient pour la pour les coupes interclubs, ils ne dépassent pas 4 ou 5. Donc vous allez priver à ces clubs-là de pouvoir participer à des compétitions parce que tout simplement vous avez jugé nécessaire qu'il y a une réorientation. Et sur ce plan-là, je voudrais mettre quand même un curseur sur les termes utilisés. On dit on va réorienter le budget vers les équipes nationales. Et sur ce plan-là, on parle français. Si c'est vers les équipes nationales, moi j'applaudis de demain. Supposer équipe nationale, ce n'est pas la sélection A, ce n'est pas l'équipe nationale A, les Lions. Non, c'est les U20, c'est les U17, c'est le football féminin, c'est le beach soccer. Si l'État du Sénégal, compte tenu de cette lettre, en tout cas si on respecte ce qui est écrit, il est carrément dit que ce sont les sélections nationales désormais. Si ce sont les sélections nationales, l'État du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football, pour ce qui la concerne, peut l'argent qu'elle versait aujourd'hui au niveau des petites catégories, du football féminin, du beach soccer, le réorienter et le verser au niveau des compétitions interclubs. Et alors, je suis sûr et certain que le Sénégal va décoller. C'est une bonne transition parce que vous dites si, vous êtes assez prudent, vous émettez des conditions. Absolument. C'est une bonne transition pour évoquer dès lors la démarche dans la communication du gouvernement parce que c'est la deuxième fois, si je ne m'abuse, la première fois c'était avec la décision de mettre un terme en tout cas à la collaboration avec le coach de l'équipe nationale. Cette fois-ci encore, c'est une nouvelle décision prise par le ministère des Sports, mais les Sénégalais ont été informés de manière officielle par la fédération. Est-ce à la fédération de faire un communiqué? Comment jugez-vous cette démarche? Mais si vous-même qui n'êtes pas dans le football, vous faites ces remarques-là, ce qui veut dire qu'il y a un gros problème, il y a un souci de la part de l'opinion. Tout le monde s'interroge. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez parlé du cas d'Aliou Cissé. Aliou Cissé, même quelqu'un qui ne connaît rien en football savait très bien qu'à partir du 31 août, son contrat arrivait à terme. La Fédération sénégalaise de football, qui est employeur, a décidé de poursuivre son contrat. Aliou Cissé est d'accord. L'autre tiers payeur, c'est l'incongruité maintenant dans le contrat du Sénégal parce qu'il y a un employé, il y a un employeur qui ne paye pas et il y a un tiers payeur qui n'emploie pas. C'est l'État du Sénégal. L'État du Sénégal dit, après 2 matchs, après avoir quand même demandé à poursuivre, il a fait 2 matchs et à la veille de la publication de liste, d'une manière brutale, on rompt le contrat d'Aliou Cissé. Moi, je dis que c'est le timing qui me posait problème à cette époque-là. Je l'ai dit et je le répète. Aujourd'hui encore, on a comme l'impression, on a pris encore une deuxième mesure encore qui est très impopulaire. Vous avez parlé le cas d'Aliou Cissé et moi, l'allure dans laquelle on s'engouffre aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, cette affaire ne concerne pas que le football, il y a le handball. Mais le football va être moins impacté que le handball, que le volleyball, qui n'ont pas les moyens que le football a. Mais si on revient dans cette situation, je me suis dit, tout le monde se pose des questions, est-ce qu'on ne va même pas vers... Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais on a comme l'impression qu'on risque de déboucher sur la normalisation. Vous n'êtes pas oiseau de mauvais augure. Du football qui nous dit pas son nom, parce que là, c'est quand même... Vos questions sont tout à fait légitimes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à travers ces mesures prises par l'État du Sénégal, craindre un frein au développement du football, ou j'allais même dire du sport en général? Du sport, effectivement, parce que quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le football a peut-être pour trouver des moyens de subsistance encore, mais le handball, le volleyball, c'est quand même un gros problème. Et encore une fois, moi, ce sont les termes qui sont utilisés. Ils ont dit les sélections nationales. Les sélections nationales, ce n'est pas l'équipe nationale A. Ce n'est pas les Sadio Mané, les Idrissa Gana Gueye et autres. Ce sont les U17, ce sont les U20, c'est le football féminin, c'est le beach soccer. À moins qu'on ne parle pas français. Oui. Mais si on parle français, c'est ce que ça signifie. Le Sénégal. Or, les investigations que nous avons faites, l'État va rester tout simplement à soutenir l'équipe nationale. Et or, si aujourd'hui il n'y a pas de club, si le club
ne font plus rien, il n'y aura pas d'équipe nationale. Abdoulaye Diaw, pour ne pas le citer, disait que pour disposer d'une bonne équipe nationale, il faut avoir de bons clubs. Absolument. Et l'allure dans laquelle nous sommes engouffrés, très franchement, si on ne fait pas attention, on va réfléchir par 2 fois pour continuer à investir davantage dans le club. Si je vous entends bien, Ablaye, le Sénégal étant qualifié à toutes les CAN, en football en tout cas, de cette année, avec toutes ces difficultés que vous venez d'évoquer, il y a donc des appréhensions, on va dire, à avoir pour la suite. Absolument. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de craintes. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas ne pas s'interroger. Vous avez parlé tout à l'heure de la brutalité avec laquelle le contrat d'Aliou Cissé a été mis en terme. Deuxièmement, il y a eu l'annulation de l'Assemblée générale de la Fédération, une Assemblée générale d'information de la Fédération sénégalaise de football. À la veille, à 19h20, on envoie une lettre dans une administration. Heureusement que les fédéraux, en tout cas le comité exécutif, a accepté de surseoir à cette décision-là. Et je me souviendrai toujours de cette sortie du professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé en droit, qui a dit quand même qu'il n'était même pas dans les prérogatives du ministre des Sports de refuser, de demander qu'on suspende pour des raisons de sécurité. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui aurait dû le dire. L'un dans l'autre, on continue dans une autre dynamique. On vient, on rend le contrat d'Aliou Cissé. Et encore une troisième étape, on vient aujourd'hui, on dit, oui, on ne peut plus supporter les clubs qualifiés dans les compétitions interclubs de la CAF. Ça commence à faire beaucoup. On se pose des questions. C'est pourquoi j'ai dit, attention, si on reste dans cette dynamique-là, on risque de tomber dans un mur et il ne faudrait pas qu'on retourne dans la situation hantée. Parce que quand même, le Sénégal a été le premier pays à expérimenter ce qu'on appelle le comité de normalisation. C'était la première fois dans l'histoire qu'on a vu un pays, qu'on a installé dans un pays au comité de normalisation. C'était un pas de géant. C'était extrêmement dangereux pour notre pays. Et en 2009, à partir de là, on a commencé à élire un président de fédération au suffrage universel direct. Et la rançon de la stabilité nous a permis de monter sur la plus haute marche du podium le 6 février 2022. On ne devrait jamais oublier de ce qu'on vient. Donc moi, je prône toujours des concertations. Surtout, j'ai toujours déploré qu'il y ait des essences épistolaires entre la tutelle et la fédération. Je pense qu'aujourd'hui, les gens devraient s'asseoir autour de et surtout, encore une fois, si je peux me permettre de donner des conseils à des ministres, en tout cas qui sont successivement été à la tête de ce département-là, il faut faire très attention souvent à certains agents, à certains agents du ministère. On ne peut pas comprendre souvent leur motivation. Quand vous écoutez certaines personnes, vous avez peur. Moi, ça fait 24 ans que je suis l'équipe nationale du Sénégal et à chaque fois qu'un ministre a eu des problèmes avec une fédération, généralement, c'est qu'il a été induit en erreur. On peut citer le cas de Feu Vava, on peut citer le cas de Youssou Ndiaye, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, on a comme dans une dynamique, comme si l'État du Sénégal ou bien le ministère des Sports et la fédération se regarderaient en science de faïence. Or, moi, je ne connais pas très bien Madame John, mais pour ce qui concerne Augustin Senghor, que je connais mieux, je pense que quand même, il ne serait pas réfractaire à discuter, à parler davantage avec le ministre pour qu'on établisse vraiment un climat de confiance qui serait vraiment bénéfique pour le sport sénégalais dans sa globalité et particulièrement pour le football qui constitue l'opium du peuple. Alors, le football, on continue à s'y intéresser avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ablaye, le Sénégal, qui est invité à jouer à Benghazi, en Libye, le Soudan ayant invoqué des raisons sécuritaires, mais étant plus en sécurité en Libye qu'au Soudan. Voilà, et ça c'est beaucoup plus important. Aujourd'hui, c'est une histoire de gros sous. Une qualification de Coupe du Monde, c'est 6 milliards de francs CFA. C'est 6 milliards. Qui est-ce qui a intérêt pour que le Sénégal ne retourne pas à la prochaine Coupe du Monde? Nous jouons contre le Soudan. Le Soudan, on nous dit, est en crise, c'est une guerre civile. On ne peut pas jouer au Soudan. Mais si vous nous envoyez en Libye, la Libye, c'est pareil que le Soudan. D'autant plus que c'est cette même CAF qui a quand même sanctionné la Libye à 2 reprises. La première fois, c'était le Nigeria, très puissant État en Afrique, qui est parti en avion, a été même détourné. Les joueurs ont été retenus à l'aéroport pendant 16 heures de temps. Finalement, il n'y a même pas eu match. Ils retournent. Le Nigeria gagne sur tapis vert. Après le Nigeria, c'est le Bénin qui subit les mêmes conséquences. Cloîtré dans les vestiaires pendant des heures. Et la CAF se permet de demander encore au Sénégal d'aller jouer dans cette partie où l'équipe nationale, la plupart de cette équipe-là, tous les joueurs ne résident plus au Soudan. La plupart de ces joueurs-là qui sont, dans l'écrasante majorité, évoluent dans un club qui s'appelle Al Ahly, sont là en Mauritanie. Pourquoi on ne jouerait pas en Égypte?
Pourquoi on ne jouerait pas au Maroc? Pourquoi on ne jouerait pas à la Mauritanie voisine? Pourquoi on veut nous envoyer là-bas? Et pire encore, la fédération est-ce que les dés sont pipés d'avance? Est-ce qu'il y a un pas moyen? Du tout. C'est pourquoi j'ai dit que la fédération a été très vigilante. Oui. Si vous regardez la lettre de la fédération, elle relève d'abord des questions de sécurité. Elle a dit, ok, vous avez décidé, nonobstant les deux exemples que j'ai cités, le cas du Nigeria, le cas du Bénin, et rajouter encore un troisième cas, le Rwanda, vous avez décidé de nous envoyer à Benghazi. Ok, mais quand même, nous attendons. La fédération a mis la FIFA et la CAF devant ses responsabilités. Il faut que vous nous donniez des garanties par rapport à la sécurité et à la sûreté. Deuxième aspect, si ce n'est pas garanti, délocaliser. Troisième aspect encore, c'est l'équité sportive. Comment se fait-il que le Sénégal et le Soudan est premier avec 10 points, le Sénégal est deuxième avec 8 points. Le Sénégal va jouer et va retourner ici à Dakar pour jouer contre le Togo. On n'aura que 72 heures. Pour une question d'équité sportive, le Sénégal a demandé à ce qu'on joue plus tôt, le 21 au lieu du 22. Donc ce sont des arguments plausibles qui ont été mis sur la table et j'ose espérer que la CAF et la FIFA vont faire machine arrière. En tout cas, sur ce plan-là, il faut que les Sénégalais restent très vigilants. Alors, on va s'intéresser à un sport qui cristallise autant d'intérêt et de passion que le football, le sport roi. C'est la lutte, un sport bien de chez nous, qui est elle aussi plutôt menacée d'arrêt, avec la police qui a décidé de suspendre sa collaboration dans la sécurisation des galas de lutte. Quelle lecture en avez-vous fait de cette décision de la police nationale? J'ai été surpris d'entendre le ministre de l'Intérieur dire désormais on ne va plus assurer la sécurité. Partout au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit assurer la sécurité de tout le monde. La lutte, c'est une activité privée. La lutte est le seul sport qui est exclusivement sénégalais. Il y a beaucoup de violence dans la lutte. Il leur appartient de s'asseoir autour d'une table. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas à l'intérieur, c'est après que des jeunes sortent dans les rues pour agresser d'honnêtes citoyens. Personne ne veut plus voir aujourd'hui un stade dédié aux luttes dans son quartier, à la lutte dans son quartier. Ça quand même c'est un gros problème. Mais le CNG, Ablaye, dans sa tentative, on va dire, de désamorcer un peu cette bombe, a pris des décisions sur les horaires de combat ainsi que la vente des billets. Mais comment jugez-vous ces mesures prises par le CNG? Est-ce que ce sont des mesures efficaces en tout cas pour éradiquer la violence observée lors des combats de lutte? Je peux me tromper, mais je pense que c'est un épée dans l'eau. Ça ne sert absolument à rien du tout. Ce n'est pas parce qu'on a le combat de lutte a eu lieu à 19h ou bien à 17h que la violence n'aura pas lieu. C'est après le combat qu'il y a la violence. C'est après que les jeunes rentrent dans des quartiers. Selon vous, Ablaye, cette violence? Mais c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. On ne peut pas comprendre parce que ils disent même désormais qu'on ne va plus les lutteurs, ils ne vont plus être accompagnés dans les signatures de contrat. Mais dans les signatures de contrat, le problème vous pouvez le régler. Mais c'est après le combat de lutte. Parce que moi, ce combat de lutte, j'étais là-bas. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'était vraiment extraordinaire. Une foule, il y avait de l'ambiance et tout ce que vous voulez. Mais c'est après que les gens rentrent dans les quartiers. Parce que si vous êtes ici à l'époque, quand les combats de lutte étaient, on avait les combats de lutte ici au stade Demba Diop, les libertés, tout le monde fermait sa maison. Or, le sport, quand même, c'est du plaisir, c'est du loisir. C'est du fair play. C'est du fair play. Moi, je dis que si on veut éradiquer, il faut frapper fort, il faut sanctionner. Je ne sais pas si vous connaissez le hooliganisme. C'est pire de ce qui se passe ici. Mais regardez aujourd'hui, aller dans les championnats Angleterre, la Premier League. Et ils sont les premiers à avoir construit des stades où il n'y a plus de pistes. Personne n'ose rentrer sur la pelouse. Personne. Vous venez aujourd'hui dans les stades, mais c'est de la joie. Vous avez énormément de joie d'aller regarder un match de Premier League parce que vous partez avec votre enfant qui a 1 an, 2 ans, 3 ans. Au Sénégal, tant qu'on n'aura pas fait ça, jusqu'à permettre aux femmes, aux vieux, aux jeunes, aux nouveau-nés d'aller dans les stades, c'est parce qu'on a lamentablement échoué. On va s'intéresser enfin à l'équipe nationale masculine de basketball qui vient également de décrocher sa qualification à l'Afrobasket 2025. Comme avant elle, l'équipe nationale féminine également. Félicitations aux deux équipes. Alors, comment préparer ces compétitions, Abdoulaye? Ça, c'est une excellente nouvelle, même si c'était prévisible parce que le Sénégal, pour perdre, il fallait quand même les 12 travaux d'Hercule pour que le Sénégal puisse ne pas se qualifier. Ça allait être une catastrophe. C'est extrêmement important. Pour moi, aujourd'hui, pour ce qui concerne les hommes, il va falloir mettre un terme à cette dizaine. Elle a trop duré. 1997 jusqu'à présent, on a pu remporter le titre continental. Or, le basketball sénégalais, c'est les pays d'Amadou Galafal, c'est les pays de... Et sur le sud. On pouvait citer quand même beaucoup d'anciens athlètes qui sont aujourd'hui reconvertis. Je pense bien qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. Ça renvoie encore à la première question. Malgré nos maigres moyens,
nous réussissons aujourd'hui ce que les Maghrébins ne sont pas capables de faire, ce que les Sud-Africains ne sont pas capables de faire. Vous avez parlé tout à l'heure des qualifications à toutes les phases finales de Coupe d'Afrique de la CAF pour le Sénégal. C'est inédit dans l'histoire. Vous avez parlé du basketball. Vous pouvez continuer avec le handball, avec le travail extraordinaire qui est en train d'être battu par le président Seydou Diouf. Mais vous regardez ce qui se passe d'un seul coup. Si on lui dit, maintenant c'est fini, vos clubs ne peuvent plus partir. En basketball, vous avez Babacar Ndiaye qui fait un travail extraordinaire. Vous allez au volleyball, et ainsi de suite. Vous pouvez continuer à citer des exemples. L'État du Sénégal aussi, ça ne veut pas dire que l'État ne met pas d'argent. L'État met énormément d'argent. Énormément d'argent dans un pays où tout est prioritaire. Là aussi, je suis tout à fait d'accord. Mais il va falloir qu'on discute autour du tabou. Pourtant, c'est ça le plus important. C'est ça la force du Sénégal. Se mettre autour d'une table, discuter, trouver des voies et moyens devant nous permettre encore d'aller en avant. Merci beaucoup, Ablaye Thiam, président de l'association nationale de la presse sportive et aussi de l'association internationale de la presse sportive qui était notre invité ce soir pour parler de toute cette actualité sportive. Merci beaucoup. Plaisir pour moi, ça. Et bon courage pour le reste en tout cas. Excellente suite de programme en notre compagnie et très belle soirée sur la télévision Futur Média.